Hollywood nous a vendu un mensonge, une rue poussiéreuse, deux rangées d'hommes, les mains tremblent au-dessus des revolvers. Un seul regard, puis tous tirent en même temps. C'est ainsi que des millions de personnes connaissent la fusillade la plus célèbre du Far West. Pourtant, le véritable drame d'Hockey Corral était bien différent. Ce n'était pas un duel propre. Ce n'était pas un moment héroïque sous le soleil de l'Arizona. C'était étroit, sale, déroutant et si vite terminé que certains hommes n'ont probablement même pas compris qui les avait touchés. Le 26 octobre 1881, 8 hommes se tenaient à Tombstone, Arizona, à quelques pas les uns des autres. Pas au milieu d'une large rue, mais sur un petit terrain vague à côté de Fremont Street. Des chevaux gênaient le passage. Des manteaux dissimulaient des armes. Des fusils Winchester étaient rangés dans des sacoches de sel. Un joueur d'allure maladive portait un fusil à canon scié sous son long manteau. Un jeune cow-boy tenait un Colt avec lequel il continuait de tirer alors même que son corps était déjà criblé de balles. Et en moins d'une demi-minute, 3 hommes gisèrent dans la poussière. Le plus effrayant n'est pas seulement que 3 personnes soient mortes. Le plus effrayant est à quel point cette histoire a été modifiée par la suite. Qui était vraiment armé? Qui a tiré le premier? Tom McClory était-il vraiment désarmé, comme ses amis le prétendaient? Ou son arme a-t-elle disparu après le combat avant que la vérité ne puisse éclater? Pourquoi Wyatt Earp s'en est-il tiré sans une seule égratignure, tandis que des hommes s'effondraient en sang autour de lui? Et pourquoi les armes de ce jour racontent-elles une histoire différente de celle des légendes? Car la fusillade à Hockey Corral n'était pas un film. C'était un affrontement fait de haine, de peur, de fierté blessée et de revolvers chargés. D'un côté se trouvaient la Virgil, Wyatt et Morgan Earp avec Doc Holliday. De l'autre côté, les Clantons et les McClory, des hommes que beaucoup à Tombstone associaient au vol de bétail, à la contrebande et à la violence. Entre eux, il n'y avait pas seulement une loi interdisant le port d'armes. Entre eux se trouvaient des mois de menaces, d'insultes et de comptes à régler. Cette vidéo ne parle pas de la version hollywoodienne. Il s'agit de la véritable histoire. Des hommes, des armes et des 30 secondes qui ont fait de Tombstone une légende. Et plus on y regarde de près, plus il devient clair. La fusillade la plus célèbre du Far West était bien plus brutale, bien plus chaotique et bien plus énigmatique que ce que Hollywood nous a jamais montré. Tombstone en 1881 n'était pas un endroit paisible où les hommes ne prenaient les armes que par honneur et courage. C'était une ville bâtie sur l'argent, mais qui sentait la sueur, la poussière, l'alcool et la peur. En quelques années, un coin isolé de l'Arizona était devenu une ville en plein essor. Environ 7000 personnes y vivaient. Des hommes venaient pour s'enrichir, d'autres venaient pour dépouiller les riches. Dans les rues, les saloons, les tripots, les hôtels, les magasins et les bordels se côtoyaient. La nuit, les lampes brûlaient derrière des fenêtres poussiéreuses, les pianos martelaient à travers les murs, et dehors, des hommes avec des revolvers à la ceinture attendaient qu'un mot de travers soit prononcé. Mais sous cette surface bruyante, bouillonnait un conflit qui empoisonnait lentement Tombstone. D'un côté, il y avait les Earp. Virgil Earp était shérif de la ville, et également adjoint du shérif fédéral. Ses frères Wyatt et Morgan travaillaient comme adjoints. Ce n'étaient pas des héros parfaits, mais ils représentaient les hommes d'affaires, les commerçants et les citoyens qui voulaient de l'ordre. Une ville pleine d'argent ne pouvait se développer que si les investisseurs, les commerçants et les propriétaires de mines croyaient que la loi était plus forte que le revolver d'un ivrogne. De l'autre côté se trouvaient les soi-disant Cochise County Cowboys. Ce n'était pas un groupe inoffensif de cow-boys, comme le mot pourrait le laisser entendre aujourd'hui. À Tombstone, cowboy désignait souvent quelque chose de plus sombre. C'étaient des hommes associés au vol de bétail, à la contrebande à travers la frontière mexicaine, aux attaques et à l'intimidation. Parmi eux se trouvaient Ike et Billy Clanton, ainsi que Tom et Frank McClory. Pour leurs amis, c'étaient des hommes de la frontière, durs, fiers et libres. Pour leurs ennemis, c'étaient des voleurs, des menteurs et des hommes dangereux qui croyaient qu'un revolver comptait plus qu'un code de loi. La haine entre ces deux camps n'était pas née en un seul jour. Elle s'était développée sur des mois. Il s'agissait de mules volées, d'attaques suspectes de diligence, de pouvoir politique, d'insultes personnelles et de la question de savoir qui avait vraiment le pouvoir à Tombstone. Chaque regard dans le saloon pouvait être une menace.
Chaque dispute pouvait être réglée par une arme le lendemain matin. Et au milieu de cette tension, il y avait une loi qui était censée précisément empêcher une telle violence. À Tombstone, on ne pouvait pas porter ses armes ouvertement en ville. Ceux qui y entraient devaient les remettre. Mais une loi n'est forte que si les hommes la font respecter. Et le 26 octobre 1881, Virgil Earp allait justement tenter cela. Il voulait désarmer les cow-boys. Pas dans une scène de film, pas avec une musique dramatique, mais dans une rue étroite, dans une ville où tout le monde savait que ce conflit finirait par coûter du sang. Lorsque les Earp et Doc Holliday partirent cet après-midi-là, il était bien trop tard pour la paix. Tombstone retint son souffle, car chacun sentait que si ces hommes se rencontraient maintenant, personne ne pourrait plus contrôler l'histoire. La veille de la fusillade, Tombstone était déjà une poudrière. Ike Clanton buvait, parlait trop, et laissait entendre qu'il n'en avait pas fini avec les Earp. Dans un saloon, il rencontra Doc Holliday. Doc était malade, maigre, irrité et dangereux. Il insulta Ike, le traitant de voleur de bétail, et le défia. Mais Ike n'avait pas d'arme sur lui à ce moment-là. Il dut ravaler sa fierté, se taire et reculer. Pour un homme comme lui, ce n'était pas une petite humiliation. Plus tard, la nuit devint encore plus laide. Ike se promenait armé en ville, bien que Tombstone ait interdit le port d'armes. Virgil et Morgan Earp intervinrent, le mirent à terre avec leurs pistolets et l'arrêtèrent. Tom McClory ressentit également la dure main de Wyatt ce jour-là. Les menaces se transformèrent en hostilité ouverte. La fierté blessée devint vengeance. Le lendemain matin, la tension était palpable partout. Ike Clanton et Tom McClory étaient au furieux. Billy Clanton et Frank McClory arrivèrent également en ville. Les hommes achetèrent des munitions. Ils se rassemblèrent près d'O'Key Corral, sur un terrain vague près de Fremont Street. Des revolvers étaient à leurs hanches. Des fusils Winchester étaient dans les sacoches de leurs chevaux. Le shérif Johnny Behan tenta encore de calmer la situation. Il confisqua les armes d'Ike Clanton et crut peut-être ainsi avoir évité le pire. Mais ce fut une erreur, car tous les hommes n'étaient pas désarmés. Et Virgil Earp avait maintenant une décision à prendre: détourner le regard et perdre le contrôle, ou y aller et faire appliquer la loi. Il opta pour la loi. Il fit de Wyatt, Morgan et Doc Holliday des adjoints. Puis il donna à Doc un fusil à pompe Wells Fargo à 2 canons de calibre 10. Non seulement comme arme, mais comme avertissement. Lorsque les 4 hommes descendirent de Fremont Street, ce n'était pas une marche vers un mythe cinématographique. C'était le dernier chemin avant 30 secondes de chaos. Avant le premier coup de feu, le combat était déjà en fait décidé par ce que chaque homme portait sur lui. Virgil Earp, l'aîné des frères, avait un revolver Colt de calibre .38, probablement un Colt Lightning. Il le portait dissimulé, car c'était précisément lui qui voulait faire respecter l'interdiction de port d'armes. Dans sa main, il tenait initialement la canne de Doc Holliday. Il voulait que ça ait l'air calme, mais rien n'était calme ce jour-là. Wyatt Earp était armé différemment. Il portait probablement un Smith & Wesson modèle 3 de calibre 44, peut-être aussi un Colt Single Action Army. Ce qui est sûr, c'est que Wyatt n'était pas pris au dépourvu. Son arme était dissimulée dans une poche spécialement doublée de son manteau. Il savait que Frank McClory était dangereux. Et quand les choses sont devenues sérieuses plus tard, ce n'est pas par hasard que Wyatt l'a visé en premier. Morgan Earp portait un Colt Single Action Army de calibre .44. L'arme était placée de manière à ce qu'il puisse la dégainer en travers. Doc Holliday, en revanche, était le danger le plus frappant, même si on le voyait à peine au début. Sous son long manteau, il cachait un fusil à pompe à 2 canons de calibre 10, chargé de chevrotines. De plus, il portait un revolver nickelé, probablement un Colt Lightning ou un Colt Thunderer. Doc était malade, mais cet après-midi-là, il était tout sauf faible. Les cow-boys n'étaient même pas non plus désarmés. Billy Clanton, âgé de seulement 19 ans, portait un Colt Frontier six-shooter de calibre 44-40. Frank McClory avait également un Colt 40. Cette munition était populaire dans l'Ouest car elle pouvait être utilisée aussi bien dans les revolvers que dans les fusils Winchester. C'était précisément de tels Winchester qui se trouvaient dans les sacoches de selle des chevaux des cow-boys. La plus grande controverse tourne encore aujourd'hui autour de Tom McClory. Après le combat,
Aucun pistolet n'a été trouvé sur son corps. Ses partisans ont dit Tom était désarmé. Mais les Earp et plusieurs témoins ont affirmé qu'il avait une arme cachée et qu'il avait tiré pendant le combat. Plus tard, une déclaration a même fait surface, selon laquelle quelqu'un aurait ramassé l'arme de Tom après la fusillade. C'est précisément ce point qui rend l'affaire si brûlante encore aujourd'hui. Ike Clanton et Billy Claiborne ont également affirmé être désarmés, et en fait, aucun des deux n'a tiré un coup de feu. Alors que les Earp et Doc Holliday se tenaient maintenant à quelques pas des cow-boys, la situation était complètement hors de contrôle. Sur le papier, il s'agissait de désarmement. En réalité, il y avait là des hommes qui se haïssaient, avec des revolvers chargés, un fusil à pompe caché et trop peu de distance pour survivre à des erreurs. Vers 3 heures de l'après-midi, les hommes se sont soudainement retrouvés face à face. Il n'y avait que quelques pas entre les Earp, Doc Holliday et les cow-boys. Virgil Earp a crié qu'il devait lever les mains. Il a dit qu'il était venu pour les désarmer. Pendant un court instant, tout était en suspens. Puis l'enfer s'est déchaîné. Presque simultanément, Billy Clanton et Wyatt Earp ont sorti leurs armes. Wyatt a tiré sur Frank McClory, le considérant comme la plus grande menace. La balle a touché Frank à l'abdomen, mais Frank n'est pas tombé immédiatement. Il a trébuché, a sorti son Colt et a riposté. Un de ses tirs a effleuré Doc Holliday à la hanche. Billy Clanton a tiré sur Wyatt, mais l'a manqué. Peu après, une balle a touché Morgan Earp dans le dos. Dans ce chaos, Doc Holliday a arraché le fusil à pompe de sous son manteau. À bout portant, il a tiré sur Tom McClory. La chevrotine a gravement touché Tom sur le côté droit. Tom a chancelé derrière un cheval, tandis que la fumée devenait de plus en plus dense. Virgil Earp a laissé tomber sa canne, a sorti son Colt et a tiré sur Billy Clanton. Aussi, Morgan a continué à tirer malgré sa blessure. Billy a été touché au poignet, à la poitrine et à l'abdomen, mais il n'a pas abandonné. Il a changé d'arme de main, la prenant de la main gauche, et a continué à tirer jusqu'à ce que son revolver soit vide. Frank McClory a également continué à se battre, bien qu'il ait déjà été mortellement blessé. Il a trébuché dans la rue, a tiré une dernière fois, et a touché Virgil Earp à la jambe. Le fusil à pompe de Doc Holliday était maintenant vide. Il a sorti son revolver nickelé. Presque au même instant, des tirs ont touché Frank à la tête et sous l'oreille droite. Puis il s'est effondré sur le trottoir. Ike Clanton a attrapé Wyatt Earp et a crié qu'il était désarmé. Wyatt l'a laissé partir. Ike a couru dans le studio de photographie de C.S. Fly. Billy Claiborne s'est également enfui. Après environ 30 secondes, tout était fini. Une trentaine de coups de feu avaient été tirés. La fumée noire de la poudre à canon planait au-dessus du terrain. Personne ne voyait plus clairement. Lorsque la fumée s'est dissipée, Tom McClory, Frank McClory et Billy Clanton gisaient, mourants ou déjà morts, dans la poussière de Tombstone. Lorsque la fumée de poudre à canon s'est lentement dissipée, Tombstone n'était plus la même ville que quelques minutes auparavant. Sur le terrain vague, Tom McClory gisait au sol, touché par le fusil à pompe de Doc Holliday. Frank McClory s'est effondré sur le trottoir, après avoir continué à tirer malgré sa grave blessure. Billy Clanton, âgé de seulement 19 ans, n'a pas non plus survécu. Il avait été touché au poignet, à la poitrine et à l'abdomen, mais il tenait toujours son Colt jusqu'à ce qu'il n'ait presque plus de force. Du côté des Earp, les 4 hommes ont tous survécu. Virgil Earp a été touché au mollet, Morgan Earp a subi une grave blessure au dos, Doc Holliday s'en est tiré avec une éraflure à la hanche, et Wyatt Earp, qui est devenu plus tard la plus grande figure de cette histoire, a quitté les lieux sans une seule égratignure. C'est précisément ce qui a encore accru sa renommée. Pour beaucoup, il semblait que le destin lui-même l'avait protégé. Mais peut-être que la vérité était plus simple. Il était au bon angle, a choisi l'adversaire le plus dangereux en premier et a eu plus de chance que tous les autres dans ce chaos. Le côté troublant de ce combat était que personne n'a vraiment pu tout voir. Les armes tiraient des cartouches à poudre noire et après les premiers coups de feu, une épaisse fumée blanche planait déjà entre les hommes. Les chevaux s'emballaient, les gens hurlaient, les balles claquaient à bout portant. Dans cette confusion, presque personne ne pouvait distinguer précisément qui avait tiré le premier, qui était tombé et qui tirait encore. C'est pourquoi chaque témoin a raconté une version différente plus tard.
Certains ont affirmé que les cowboys avaient les mains en l'air. D'autres ont dit qu'ils avaient saisi leurs armes. Certains ont juré que Tom McClory était désarmé. D'autres, au contraire, ont déclaré qu'il avait cherché refuge derrière un cheval et avait tiré de là. Ce sont précisément ces déclarations contradictoires qui ont rendu l'affaire si dangereuse. Le docteur Henry Matthews a examiné les morts et a noté les numéros de série des revolvers Colt de Billy Clanton et Frank McClory. Ces détails sont devenus plus tard des preuves importantes, mais ils n'ont pas résolu le plus grand mystère, car la prétendue arme de Tom McClory ne se trouvait pas près de son corps. Tom était-il donc vraiment désarmé? Ou quelqu'un avait-il ramassé son pistolet avant que la vérité ne puisse être établie? 30 secondes s'étaient écoulées. Mais la guerre, elle, non. Après les morts de Fremont Street, Tombstone a vraiment commencé à sombrer dans l'obscurité. Cette fois, les coups de feu ne venaient plus ouvertement en plein jour. Ils venaient de l'ombre. Après la fusillade, Tombstone était divisé. Pour les uns, Virgil, Wyatt, Morgan Earp et Doc Holliday n'avaient fait qu'appliquer la loi. Pour les autres, c'étaient des assassins qui avaient abattu 3 hommes en pleine rue. Ike Clanton, qui n'avait pas tiré lui-même et s'était enfui, a porté plainte pour meurtre contre les Earp et Doc Holliday. L'audience devant le juge Wells Spicer a duré 30 jours. Des témoins ont comparu, mais leurs dépositions se correspondaient à peine. Les amis des Cowboys ont affirmé que Billy Clanton, Frank McClory et Tom McClory avaient les mains en l'air ou n'étaient même pas correctement armés. D'autres témoins ont dit le contraire. Ils ont vu des hommes saisir leurs armes. Les témoignages d'observateurs indépendants, confirmant que les cow-boys ne se tenaient pas simplement là, pacifiquement, étaient particulièrement importants. Finalement, le juge Spicer a décidé « Les Earp et Doc Holliday n'avaient pas agi illégalement. Ils n'ont pas été inculpés. Officiellement, la fusillade était donc un cas de légitime défense et d'application de la loi. Mais à Tombstone, ce verdict n'a pas apporté la paix. Il n'a fait qu'attiser la colère. 2 mois plus tard seulement, Virgil Earp a été attaqué en embuscade. Les tirs lui ont déchiqueté le bras gauche. 5 mois après le combat d'Hockey Corral, ce fut le tour de Morgan Earp. Il jouait au billard lorsqu'une balle l'a atteint dans le dos. Morgan est mort. Pour Wyatt Earp, c'était le moment où la loi ne suffisait plus. Wyatt a commencé ce qui fut plus tard connu sous le nom de Vendetta Ride. Il a traqué les hommes qu'il tenait pour responsables des attaques contre ses frères. Le shérif est devenu un homme en quête de vengeance personnelle. Après cela, il a quitté l'Arizona pour échapper à une arrestation. Des décennies plus tard, Wyatt Earp vivait à Hollywood et racontait sa version de l'histoire. C'est là que le sang, la fumée et la peur sont finalement devenus un mythe. Après tout ce sang, une question est restée. Où sont les véritables armes d'Hockey Corral? Elles devraient pourtant pouvoir raconter la vérité. Mais c'est précisément là le problème. Les revolvers Colt de Billy Clanton et Frank McClory ont bien été mentionnés et examinés après l'audience, mais ont ensuite disparu des traces officielles. Les armes des Earp et de Doc Holliday n'ont jamais été clairement sécurisées non plus. Ce qui est parfois vendu ou exposé aujourd'hui comme une vraie arme d'Hockey Corral est donc très douteux. Aucune pièce n'est considérée comme vraiment authentique. L'histoire reste donc dépendante des témoignages, et ceux-ci se contredisent encore aujourd'hui, surtout concernant Tom McClory. Ses partisans ont dit qu'il était désarmé et qu'il avait été abattu par Doc Holliday avec le fusil à pompe, bien qu'il ne représentait pas de véritable danger. Pour eux, Tom était une victime. Pour les Earp, c'était un homme qui a sorti un pistolet caché et a tiré pendant le combat. C'est précisément là que l'affaire devient si sombre. Après le combat, aucune arme n'a été trouvée sur le corps de Tom, mais plusieurs déclarations ont indiqué qu'il était bien armé. Wyatt Earp a même dessiné plus tard un croquis selon lequel l'arme de Tom aurait été ramassée après la fusillade par un homme nommé Wesley Fuller. Si cela est vrai, alors l'une des preuves les plus importantes a disparu avant que la vérité ne puisse être clairement établie. Les enquêtes modernes soutiennent également plutôt la version des Earp. La répartition des blessures, l'absence de traces de poudre sur le corps de Billy Clanton et les déclarations de certains témoins indépendants contredisent l'idée que les cowboys se tenaient simplement là, les mains en l'air. Cela ne signifie pas que les Earp étaient des saints,
Mais cela rend la version hollywoodienne encore plus fausse. Ce n'était pas un combat clair entre le bien et le mal. C'était un affrontement chaotique entre des hommes qui se considéraient depuis longtemps comme des ennemis. Et peut-être que c'est précisément la raison pour laquelle cette histoire perdure encore aujourd'hui. Non pas parce que tout est clair, mais parce que tant de choses ont disparu dans la fumée. 30 secondes ont suffi à tuer 3 hommes. Plus d'un siècle n'a pas suffi à répondre à toutes les questions. La fusillade à Hockey Corral n'a duré qu'environ 30 secondes. Pourtant, ces 30 secondes ont été racontées plus longtemps que presque toute autre histoire du Far West. D'un combat étroit et chaotique à Tombstone est né un mythe. Des hommes remplis de peur, de colère et d'armes chargées sont devenus des personnages de film. La fumée, les cris et la confusion sont devenus une scène de western parfaite. Mais la vérité était bien plus dure. Tom McClory est mort dans la poussière. Frank McClory s'est effondré sur le trottoir. Billy Clanton, âgé de seulement 19 ans, a continué à tirer bien qu'il ait déjà été mortellement touché. Virgil Earp a été blessé à la jambe. Morgan Earp a eu une grave blessure au dos. Doc Holliday s'en est sorti avec une éraflure. Et Wyatt Earp est reparti sans une égratignure, comme si la légende l'avait lui-même choisi. Pourtant, qui avait vraiment raison ce jour-là ne peut plus être entièrement prouvé. Les armes ont disparu, les témoins se sont contredits, les souvenirs ont été embellis, les journaux en ont fait des gros titres. Et Hollywood en a fait un mensonge, qui est encore plus fort que beaucoup de faits d'aujourd'hui. La vraie fusillade d'Hockey Corral n'était pas un combat propre entre le bien et le mal. C'était le résultat d'une ville qui avait grandi trop vite, d'une loi appliquée trop tard, et d'hommes qui avaient depuis longtemps cessé de se considérer comme des êtres humains. C'est peut-être cela la véritable vérité du Far West. Tous les mythes ne commencent pas par l'héroïsme. Certains commencent par la peur, la fierté et un doigt sur la gâchette. Si cette histoire vraie et non édulcorée du Far West vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Car derrière chaque légende célèbre se cache souvent une vérité plus sombre, plus brutale et bien plus passionnante que n'importe quel film hollywoodien.